Imaginez ceci. Vous êtes dans un endroit entouré de gens, mais vous vous sentez complètement seul. Imaginez maintenant le contraire. Vous êtes dans un environnement silencieux, sans personne autour, et, curieusement, vous ressentez une profonde paix intérieure. Ce paradoxe de la solitude est une expérience partagée, mais que chacun vit de manière unique. Et c'est exactement là que commence notre voyage. Qu'est-ce que la solitude, vraiment? Un fardeau ou un cadeau déguisé? Depuis des temps immémoriaux, les solitaires portent une stigmatisation. Ils sont perçus comme des personnages mystérieux, étranges, voire dangereux. Les gens pointent du doigt, murmurent dans leur dos, essayant de déchiffrer la raison du choix ou de la condition de s'éloigner du collectif. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Ou est-ce qu'elle a un problème? Ce sont des questions qui accompagnent souvent ceux qui préfèrent le silence à l'agitation. Mais ces gens ont-ils vraiment tort? Ou voient-ils quelque chose que la plupart d'entre nous ne comprennent toujours pas? Les philosophes et les penseurs ont toujours vu une dualité fascinante dans la solitude. Alors que beaucoup le craignent comme une forme d'isolement, d'autres l'acceptent comme un chemin vers la liberté. Il existe une citation célèbre du philosophe Arthur Schopenhauer qui résume parfaitement ceci. Un homme ne peut être lui-même que lorsqu'il est seul. Mais que signifie réellement cette phrase? Le véritable « moi » ne se révèle-t-il que lorsque nous nous déconnectons des yeux jugements du monde? La société, historiquement, a toujours glorifié le collectif. Travailler en groupe, vivre en communauté, partager des expériences, ces valeurs sont vantées comme fondement de la civilisation. Cependant, le côté obscur de cette situation est rarement évoqué. Que se passe-t-il lorsque les interactions deviennent source de douleur, de trahison ou de souffrance? Dans ce cas, le choix de se retirer des autres est-il vraiment une faiblesse ou pourrait-il être un acte de courage? Le loup solitaire est une métaphore puissante. L'animal qui erre seul dans la forêt symbolise à la fois la peur et la fascination. Il est imprévisible, incompréhensible, mais indéniablement fort. La société, comme un troupeau, a tendance à craindre ceux qui enfreignent les normes, qui rejettent le bruit constant du collectif pour adopter le silence. Après tout, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à préférer la solitude? Des expériences traumatisantes? Un tempérament introverti? Ou peut-être une perception plus aiguë des faiblesses humaines? D'un autre côté, il existe une vérité universelle qui ne peut être ignorée. L'interaction humaine est à la fois notre plus grande source de joie et de souffrance. Pensez à vos meilleurs souvenirs. Combien d'entre eux impliquent des moments partagés avec d'autres personnes? Maintenant, pensez à vos pires moments. N'est-il pas curieux de savoir combien d'entre eux ont également une relation directe avec d'autres? Le contraste est saisissant. Les relations peuvent être profondément significatives, mais aussi terriblement toxiques. Et cela nous amène à une question essentielle. Dans quelle mesure la présence constante des autres est-elle réellement nécessaire à notre bien-être? Imaginez quelqu'un qui a vécu à plusieurs reprises des expériences traumatisantes avec d'autres personnes. N'est-il pas naturel que cette personne choisisse l'isolement comme refuge? L'écrivain Marco Aurelio, dans ses célèbres journaux intimes, a décrit sa coexistence quotidienne avec des personnes difficiles comme un exercice de patience et de résilience. Il a énuméré des adjectifs: ingrat, intrusif, arrogant, malhonnête. Et si vous pouviez éviter tout cela, si la solitude était en réalité une forme d'auto-préservation, un espace où il n'y a aucune exigence, aucune attente, juste la liberté d'être exactement qui vous êtes. Arrêtons-nous ici. Fermez les yeux et imaginez vous réveiller seul. Vous vous levez, vous dirigez vers la cuisine et réalisez que tout dans cet espace a été organisé par vous, pour vous. Chaque détail reflète vos choix. Il n'y a ni concession, ni négociation, ni compromis. Dans cet environnement, vous êtes le maître absolu. Personne n'est là pour juger, remettre en question ou intervenir. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Pour certains, cette idée est terrifiante. Pour d'autres, c'est libérateur. Mais bien sûr, la solitude comporte ses défis.
passer beaucoup de temps seul peut être considéré comme inhabituel, voire anormal. Pourquoi ne se présente-t-il jamais aux événements? Ou est-elle déprimée? Ce sont des questions qui suivent souvent ceux qui choisissent le chemin de la solitude. La société n'est pas habituée à comprendre que, pour certaines personnes, être seul est une source de plaisir et non de tristesse. Il est intéressant de noter que le plaisir de la solitude apparaît dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Le Bouddha, par exemple, considérait la solitude comme un élément fondamental sur le chemin de l'illumination. Il pensait que s'éloigner de la vie sociale était essentiel pour retrouver la clarté intérieure. Et cela soulève une question intrigante. Sommes-nous tellement distraits par les exigences du monde extérieur que nous oublions de regarder à l'intérieur? Même en dehors du domaine spirituel, des penseurs comme Henri David Thoreau et Jean-Jacques Rousseau ont reconnu l'importance de se déconnecter de la société. Rousseau, par exemple, a trouvé dans la solitude un moyen d'échapper à l'animosité humaine, tandis que Thoreau considérait son expérience de vivre seul dans une cabane comme un voyage d'autosuffisance et de connexion avec la nature. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la relation entre solitude et liberté? Cependant, comme pour toute chose dans la vie, il y a un équilibre à trouver. La solitude peut être un choix stimulant, mais elle peut aussi se transformer en isolement involontaire. Et c'est là que la frontière entre plaisir et souffrance devient floue. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons cette ligne plus en profondeur. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question simple. Comment gérer la solitude? Est-ce quelque chose que vous poursuivez ou évitez à tout prix? Si vous pensez qu'être seul est toujours négatif, préparez-vous à remettre cette idée en question. Dans les prochains instants, nous approfondirons encore plus le mystère de la solitude et découvrirons comment elle peut être à la fois une évasion et une source de force. Et maintenant, je demande, pouvons-nous, en silence, nous retrouver? Ou découvrons-nous simplement des vérités que nous avons toujours essayé d'éviter? Pensez à un moment de votre journée où vous vous êtes senti complètement libre. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Un moment où personne n'était autour de vous pour vous juger, vous remettre en question ou vous exiger quoi que ce soit. C'est peut-être difficile à retenir. Nous vivons dans un monde où la présence constante d'autres personnes, même à distance, nous entoure. Des messages sur nos téléphones portables aux attentes sociales, nous sommes toujours connectés, mais, ironiquement, nous ne sommes pas toujours proches de nous-mêmes. Imaginez maintenant le contraire. Se réveiller seul, sans notification, sans obligation sociale, sans ce besoin de répondre aux attentes des autres. Vous vous levez et observez l'environnement qui vous entoure, qui reflète de manière unique vos choix. Au réfrigérateur, les aliments que vous aimez. Dans la pièce, des objets disposés exactement comme vous les préférez. Tout a été décidé par vous et personne n'y est intervenu. Cela semble être un scénario simple, voire banal, mais pour ceux qui vivent dans un monde où le compromis est la norme, cette liberté est révolutionnaire. C'est le pouvoir de la solitude, la liberté d'être exactement qui vous êtes. Il n'y a pas de masque, pas besoin de plaire. Le silence, souvent redouté, devient un sanctuaire. Et cette liberté ne se limite pas aux décisions pratiques comme organiser sa maison ou planifier son quotidien, elle s'étend à votre esprit, vous permettant de penser, de ressentir et d'agir sans les barrières invisibles imposées par les normes sociales. Mais bien entendu, cette liberté n'est pas aussi simple qu'il y paraît. De nombreuses personnes ont du mal à gérer le manque d'interaction. Ils se sentent perdus, comme s'ils avaient constamment besoin d'une validation externe pour exister. C'est compréhensible. Après tout, on nous a appris à valoriser la connexion avant tout. Des expressions telles que « personne n'est une île » ou « le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé » résonnent dans nos esprits. Mais est-ce vrai pour tout le monde? Et, plus important encore, est-ce toujours vrai? Pensez à vos propres relations. Combien de fois avez-vous dû céder, renoncer à quelque chose ou avaler une opinion pour éviter un conflit?
Combien de fois avez-vous dû tolérer des comportements que vous préfériez éviter juste pour maintenir l'harmonie? C'est peut-être au travail, où la politique de bureau vous oblige à traiter avec des personnes toxiques, ou encore en milieu scolaire, où les interactions peuvent être marquées par le harcèlement ou l'exclusion. Souvent, ce n'est pas l'endroit qui nous épuise, mais les gens. Un exemple classique est l'environnement de travail. Combien d'entre nous ont entendu ou vécu des histoires d'environnement toxique? Le problème vient rarement des tâches, mais plutôt des collègues ou des supérieurs qui rendent le quotidien insupportable. Cela se produit également à l'école, où des enseignants démotivés ou des camarades de classe cruels font de l'apprentissage un fardeau. Et c'est là que la solitude apparaît comme un relief, un espace où l'on peut s'éloigner du chaos et trouver la paix. L'écrivaine américaine Emily Dickinson a passé une grande partie de sa vie en recluse, isolée de la société. Pour beaucoup, cela semblait étrange, voire pathologique. Mais pour elle, la solitude était un choix. Dans sa réclusion, Dickinson a trouvé la liberté d'écrire sur ce qui comptait vraiment pour elle, sans les interruptions ni les jugements du monde extérieur. Ses poèmes, empreints d'une rare profondeur émotionnelle, n'auraient peut-être jamais existé si elle avait choisi la voie du conformisme social. Et cela nous amène à un point important. La solitude n'est pas seulement une absence de personne, c'est l'occasion de se reconnecter à soi. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'attentes, qu'il s'agisse d'être productif, sociable ou de réussir, la solitude nous offre un moment pour respirer, penser et simplement être. Mais comme tout dans la vie, la solitude a aussi ses limites. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un choix mais d'une imposition, cela peut se transformer en isolement. Et l'isolement, contrairement à la solitude, est corrosif. Pensez à une personne âgée qui vit seule, sans visiteur ni contact régulier, ou chez quelqu'un qui, à cause de sa timidité ou de son insécurité, a du mal à se connecter avec les autres. Dans ces cas-là, la solitude cesse d'être libératrice et devient un fardeau. Et là, un dilemme se pose. Comment trouver l'équilibre entre interaction et isolement? Comment profiter des bienfaits de la solitude sans tomber dans les pièges de l'isolement social? La réponse réside peut-être dans la manière dont nous affrontons ces moments. Au lieu de craindre le silence, nous pouvons l'accepter. Au lieu de rechercher constamment l'approbation des autres, nous pouvons apprendre à être satisfaits de notre propre entreprise. Une façon d'y parvenir est de redécouvrir ce qui nous rend vraiment heureux, loin des influences extérieures. Pensez à un passe-temps que vous aimez, mais que vous aimez rarement par manque de temps ou par gêne face à la réaction des autres. Il s'agit peut-être de peindre, de danser seul à la maison ou simplement de marcher dans la nature. Lorsque nous sommes seuls, ces activités deviennent encore plus spéciales car il n'y a personne pour interférer. Et cela nous amène à un point crucial. La solitude n'est pas un état passif, mais un choix actif. C'est un espace où nous pouvons explorer, créer et grandir. Mais pour y parvenir, il faut du courage. Courage pour dire non aux attentes sociales, courage pour admettre que parfois nous préférons le silence au bruit, et courage pour accepter que tout le monde ne comprendra pas ce choix. En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas trouver la paix en notre propre compagnie, comment pouvons-nous espérer trouver le bonheur avec les autres? C'est la grande leçon de la solitude. Elle nous apprend à valoriser qui nous sommes, sans les masques que nous portons pour plaire au monde. Alors, la question qui reste est: avez-vous profité de votre solitude comme vous le devriez? Ou la voyez-vous toujours comme une ennemie à éviter? Pensez-y. Et si cette réflexion vous a semblé logique, ne gardez pas ce moment pour vous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. De cette façon, vous serez toujours connecté à du contenu qui remet en question vos idées et élargit votre vision du monde. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message. Après tout, il suffit parfois d'un petit coup de pouce pour réaliser que, dans la solitude, nous ne sommes pas seuls. Et rappelez-vous, le voyage vers la compréhension de la solitude ne fait que commencer.
Rendez-vous dans la prochaine partie. La solitude. Pour beaucoup, un fardeau. Pour d'autres, un refuge. Mais, et si elle était plus que ça? Et si la solitude, au lieu d'être simplement un choix ou une circonstance, était un outil puissant, utilisé tout au long de l'histoire pour éclairer les esprits les plus brillants, transformer la spiritualité et redéfinir le concept de liberté? À partir de maintenant, nous allons découvrir comment différents penseurs et traditions considéraient la solitude non pas comme une évasion, mais comme un portail vers quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de traditions spirituelles prônent l'isolement? Des moines bouddhistes dans les montagnes himalayennes aux sages taoïstes dans leurs huttes au bord de la rivière, la solitude est souvent présentée comme le chemin vers l'illumination. Mais qu'est-ce qui rend cela possible dans l'absence de camaraderie? Est-ce le silence qui nous permet d'entendre quelque chose que, dans le bruit du monde, nous ne pourrions jamais capter? Dans le bouddhisme, il existe un texte ancien appelé le Sutra du rhinocéros, qui utilise l'animal solitaire comme métaphore de la quête spirituelle. Le rhinocéros, créature qui erre seule dans les forêts, symbolise la force, la résilience et la capacité de vivre sans dépendre de personne. Le sutra nous invite à marcher seul comme un rhinocéros, suggérant qu'en abandonnant les distractions et les attachements du monde, nous pouvons voir plus clairement qui nous sommes vraiment. C'est une image puissante, tu ne trouves pas? Après tout, combien de fois sommes-nous façonnés par les attentes des autres sans nous en rendre compte? Et puis vient la question, vivons-nous vraiment nos vies ou jouons-nous simplement les rôles que la société nous a écrits? Pour les sages taoïstes, le retrait du collectif était le seul moyen d'échapper aux pressions du conformisme. La solitude n'était pas seulement un moment de paix, c'était un acte de rébellion silencieuse contre un monde qui insiste pour nous adapter à des moules. Henry David Thoreau, le célèbre philosophe américain, a fait quelque chose que beaucoup d'entre nous considéreraient comme extrême. Il a laissé la société derrière lui et a vécu seul dans une cabane au bord du lac sur Walden Pond. Pendant 2 ans, Thoreau a cultivé sa propre nourriture, a vécu simplement et a écrit l'un des livres les plus marquants de la littérature occidentale, Walden. Il croyait qu'en se déconnectant du monde extérieur, il pouvait renouer avec quelque chose de plus pur, la nature et sa propre essence. Mais voici la question que nous n'aurons peut-être jamais le courage de poser. Nous rapprochons-nous de ce qui compte vraiment en nous éloignant des autres? Thoreau ne s'enfuyait pas seulement. Il s'interrogeait sur les valeurs de la société. Pourquoi courons-nous après les biens matériels, le statut et la validation, tout en oubliant de nous demander ce qui nous rend vraiment heureux? Peut-être que la solitude nous rappelle que nous devons nous arrêter et regarder à l'intérieur? Mais qui d'entre nous est vraiment prêt à affronter les réponses que nous pourrions trouver? Et ce n'est pas une réflexion exclusive à Thoreau. Jean-Jacques Rousseau, le philosophe des Lumières, a également trouvé refuge dans la solitude. Lors de ses promenades solitaires, il disait échapper à l'animosité de l'humanité et se connecter au sourire de la nature. Pour Rousseau, la solitude était une forme de guérison, un antidote contre le mensonge et l'hostilité que l'on rencontre souvent dans la vie sociale. Mais pourrions-nous tous affronter la solitude de cette façon? Maintenant, changeons de perspective. Nietzsche, le philosophe allemand controversé, avait une vision très différente de la solitude. Pour lui, il ne s'agissait pas de rechercher la paix intérieure ou de renouer avec la nature. C'était une question de transcendance. Nietzsche considérait la société comme un troupeau, enfermé dans des valeurs qui nous rendent faibles et soumis. Pour lui, la solitude était une façon de s'éloigner de ce troupeau et de créer de nouvelles valeurs, plus fortes et plus authentiques. Il croyait que ce n'est que dans la solitude que nous pouvons nous libérer des influences extérieures et commencer à construire notre véritable identité. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à accepter quelque chose simplement parce que c'était plus facile que d'aller à contre-courant? Nietzsche dirait que c'est la moralité grégaire qui agit sur vous. Mais si nous prenons du recul et voyons la solitude comme un espace de réflexion,
Peut-être pourrons-nous nous libérer de ces chaînes invisibles. La question est, sommes-nous prêts à abandonner le confort du troupeau et à affronter le vide qu'apporte la liberté? Et ne pensez pas que ces réflexions soient simplement philosophiques. La science commence également à reconnaître les avantages de la solitude. La recherche montre que passer du temps seul peut accroître la créativité, améliorer la concentration et réduire le stress. Mais plus encore, la solitude nous offre quelque chose que nous trouvons rarement dans le monde moderne, le temps. Il est temps de réfléchir, de ressentir, d'exister sans distraction. Mais il y a un tournant. La solitude, lorsqu'elle est excessive ou indésirable, peut se transformer en isolement. Et l'isolement est un terrain dangereux. C'est là que les histoires changent de ton et que la solitude, autrefois douce, devient amère. La frontière entre une solitude saine et un isolement malsain est mince mais cruciale. C'est pourquoi les grands maîtres ont toujours enseigné « La solitude doit être un choix et non une imposition ». Et maintenant, nous revenons vers vous. Comment avez-vous vécu la solitude? Est-ce un choix conscient ou quelque chose qui vient de se produire? Il est peut-être temps de donner un nouveau sens à votre façon de voir les choses. Au lieu de fuir le silence, que diriez-vous de l'utiliser pour vous écouter? Ce que nous avons appris jusqu'à présent est simple mais puissant. La solitude n'est pas le méchant que nous pensons souvent. Au contraire, elle peut être une alliée, un espace de croissance et de transformation. Mais cela dépend de la manière dont nous choisissons de l'utiliser. La solitude est fascinante. Cela peut être un refuge silencieux, un répit face au chaos du monde, mais aussi un abîme dangereux lorsque nous nous y perdons. Des penseurs anciens aux recherches les plus modernes, nous avons appris que la solitude a deux faces. Elle peut être une amie qui nous offre la liberté ou un ennemi qui nous enferme dans un cycle d'isolement. La question qui reste est comment identifier la différence? Et surtout, comment trouver un équilibre dans ce paradoxe très humain? Imaginez le scénario suivant. Vous choisissez de passer du temps seul. C'est peut-être tout un week-end sans répondre aux appels, sans répondre aux messages, juste vous et vos pensées. Au début, l'expérience est libératrice. Vous ressentez le soulagement de ne pas avoir à vous justifier, de ne suivre l'agenda de personne. Mais au fil des heures, le silence devient pesant. Les chambres semblent plus grandes. L'absence d'interaction, autrefois tant souhaitée, commence à apparaître comme un vide insupportable. Ce qui s'est passé? Comment la même solitude qui a apporté la paix se transforme-t-elle désormais en un fardeau? C'est un dilemme auquel beaucoup sont confrontés. Ce qui commence comme un choix peut, dans certains cas, devenir une prison. Des études récentes montrent qu'un isolement social prolongé peut avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale. La solitude chronique est associée à une augmentation de 29% du risque de maladie cardiaque et de 32% du risque d'accident vasculaire cérébral. De plus, des chercheurs ont découvert que l'isolement peut être aussi nocif que fumer 15 cigarettes par jour. Ces chiffres sont surprenants, n'est-ce pas? Ils nous amènent à nous demander à quel point la solitude peut être saine. Et pourtant, des millions de personnes dans le monde sont chaque jour confrontées à la solitude, non pas par choix, mais par les circonstances. Pensez aux personnes âgées qui vivent seules, souvent oubliées de leur famille, ou des jeunes qui, bien qu'ils soient connectés numériquement, se sentent profondément déconnectés du monde réel. La technologie qui devrait rapprocher les gens accroît souvent le sentiment d'isolement. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un entouré de gens, mais coincé dans un cycle de défilement sans fin du flux de son téléphone portable, à la recherche de quelque chose dont il ne sait même pas ce que c'est? Mais pourquoi cela arrive-t-il? La réponse réside peut-être dans la façon dont nous percevons la solitude. Au lieu d'y voir un outil de connaissance de soi, on y voit souvent une chose à éviter à tout prix. Cette peur de la solitude nous fait accepter des situations qui, au fond, ne sont pas bonnes pour nous. Combien de fois êtes-vous resté dans un groupe ou dans une relation juste pour ne pas vous sentir seul? Combien de fois avez-vous donné la priorité à la quantité d'interactions sociales plutôt qu'à leur qualité? Changeons de rythme un instant.
Arrêtez-vous et réfléchissez. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment apprécié votre propre entreprise? Pas en regardant un film ou en écoutant de la musique, mais dans un véritable moment de silence où il n'y avait que vous et vos pensées. Pour beaucoup de gens, c'est effrayant. Mais pourquoi? C'est peut-être parce que le silence nous oblige à rencontrer nos insécurités, nos défauts et nos peurs. C'est à ce moment que la solitude cesse d'être un espace neutre et devient un miroir qui révèle qui nous sommes réellement. Ce malaise lié à la solitude a des racines profondes. Dans une célèbre expérience psychologique, des chercheurs ont proposé aux participants de rester seuls dans une pièce pendant 15 minutes ou de recevoir un léger choc électrique. La plupart préféraient le choc. Cela révèle quelque chose de fondamental. La solitude est si inconfortable pour certains qu'ils préfèrent même la douleur physique plutôt que d'affronter leurs propres pensées. Et vous, que choisiriez-vous? Mais tout le monde ne fuit pas la solitude. Pour certains, c'est un lieu de reconstruction. Il existe l'histoire remarquable d'un homme nommé Christopher Knight, connu comme l'ermite de North Pond. Il a passé 27 ans à vivre seul dans une forêt du Maine, aux États-Unis. Pendant ce temps, il évitait tout contact humain, volant de la nourriture dans les huttes voisines pour survivre. Lorsqu'il a été découvert, Knight a dit quelque chose de puissant. « J'étais complètement heureux. Ma solitude était pure. » Cela nous amène à nous interroger. La solitude pourrait-elle être, pour certains, l'état d'existence le plus naturel et le plus vrai? Cependant, tout le monde ne possède pas la résilience de Knight. Une solitude prolongée, surtout lorsqu'elle n'est pas volontaire, peut conduire à l'isolement, à la dépression et même à une perte de sens. Dans un monde qui valorise tant l'interaction sociale, ceux qui ne rentrent pas dans ces moules se sentent souvent marginalisés. Mais la solution est-elle de forcer les interactions? Ou devrions-nous apprendre à donner un nouveau sens à la solitude et à la transformer en quelque chose de positif? Maintenant, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Dans un monastère en France, les moines vivent dans un silence presque absolu. Ils passent leur journée dans la prière et la méditation, interagissant rarement les uns avec les autres. Pour la plupart des gens, cela serait insupportable. Mais pour eux, c'est une source de paix et de connexion spirituelle. L'un des moines a expliqué « Le silence n'est pas une absence, mais une présence. C'est là que nous trouvons l'essence de qui nous sommes. » Cette phrase m'a laissé une profonde impression. Elle suggère que la solitude, lorsqu'elle est bien utilisée, n'est pas un vide, mais un espace rempli de sens. Et c'est peut-être là que réside la clé pour comprendre la solitude. Tout est une question de perspective. Pour certains, c'est un vide. Pour d'autres, un terrain fertile où poussent les idées, les inspirations et les découvertes. Mais pour transformer la solitude en quelque chose de positif, il faut du courage. Courage d'affronter le silence, de faire face à ses propres peurs et de redéfinir ce que signifie être seul. Si nous sommes arrivés jusqu'ici, vous vous demandez peut-être « Et maintenant ? Comment puis-je utiliser la solitude à mon avantage sans tomber dans l'isolement ?» La réponse commence par une étape simple mais puissante. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Fuyez-vous les interactions sociales ou recherchez-vous quelque chose de plus grand? Utilisez-vous la solitude comme bouclier ou comme outil de croissance? À partir de ces réponses, vous pouvez commencer à façonner votre relation avec la solitude de manière à enrichir votre vie. Et avant de terminer, une provocation. Que diriez-vous de vivre un moment de solitude consciente dans les prochains jours? Pas de distraction, pas de technologie, juste vous et vos pensées. Voyez ce que vous ressentez, remarquez ce qui se passe. Peut-être découvrirez-vous quelque chose de surprenant sur vous-même. Si vous avez trouvé cette réflexion utile, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous explorons des sujets qui vont au-delà du superficiel, en abordant des questions qui comptent vraiment. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, pourrait bénéficier de cette conversation. Après tout, comprendre la solitude, c'est se comprendre soi-même, et c'est un voyage qui mérite d'être partagé. Rendez-vous dans la prochaine partie. Solitude.
peu de mots éveillent des sentiments aussi variés. Pour certains, c'est un refuge, un espace où l'on peut respirer et se retrouver. Pour d'autres, c'est un fardeau, une absence insupportable de liens humains. Mais s'il y a une chose qui est apparue clairement tout au long de ce voyage, c'est que la solitude n'est ni une méchante ni une héroïne. C'est un miroir qui reflète qui nous sommes et la façon dont nous choisissons de gérer le monde qui nous entoure. Tout au long de cette vidéo, nous explorons les complexités de la solitude. Nous avons découvert à quel point il peut être un puissant outil de connaissance de soi, un espace de liberté et de créativité. Mais nous avons également vu son côté le plus sombre, l'isolement, la douleur et les risques qui surviennent lorsque la solitude cesse d'être un choix et devient une imposition. Maintenant, la question qui reste est « que fait-on de tout cela ?» Comment transformer le concept de solitude en quelque chose qui enrichit nos vies? Pour répondre à cette question, nous devons revenir à l'essence de ce que signifie être seul. La solitude, dans sa forme la plus pure, est une opportunité de se reconnecter, non pas avec le monde, mais avec nous-mêmes. En silence, sans les distractions de la société, nous avons la chance de nous entendre. Nos doutes, nos rêves, nos peurs, tout ce que nous essayons habituellement de noyer dans le bruit de notre routine refait surface. Et oui, ça peut faire peur. Mais cela peut aussi être libérateur. Pensez à la façon dont la solitude a été décrite par certains des esprits les plus brillants de l'histoire. Pour les philosophes taoïstes, c'était un moyen d'échapper aux pressions du conformisme. Pour Schopenhauer, un espace de liberté où l'individu peut être authentique. Pour Nietzsche, une rupture nécessaire avec le troupeau pour que chacun puisse créer ses propres valeurs. Ces penseurs ne considéraient pas la solitude comme une fin, mais comme un moyen, un processus de transformation. Et c'est ce qui rend la solitude si fascinante. Elle est modelable. Il peut s'agir d'un abri temporaire, d'un espace de croissance ou même d'un style de vie. Mais tout dépend de la façon dont on le regarde. Si nous le considérons comme une punition, cela nous consume. Si nous l'acceptons comme un choix, cela nous renforce. Maintenant, voici le secret que vous avez peut-être déjà commencé à comprendre. Le vrai problème n'a jamais été la solitude, mais notre relation avec elle. Quand on le fuit, on se perd. Quand nous y faisons face, nous nous retrouvons. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre isolés. Cela signifie plutôt que pour être véritablement connectés aux autres, nous devons d'abord être en paix avec nous-mêmes. Rappelez-vous quelque chose de fondamental. La solitude ne consiste pas à être physiquement seul. Il est possible de se sentir complètement seul dans une foule. Et de la même manière, il est possible de se sentir profondément connecté lorsqu'on est seul. Tout dépend de la manière dont nous choisissons de vivre cet état. Et maintenant vient la grande question. Comment trouver l'équilibre? Comment profiter des bienfaits de la solitude sans tomber dans l'isolement? La réponse tient peut-être en deux mots. Intentionnalité et connaissance de soi. Être seul devrait être un choix conscient et non une imposition. Lorsque nous choisissons la solitude, elle cesse d'être quelque chose qui nous arrive et devient quelque chose que nous créons. Et ce faisant, nous découvrons que nous ne fuyons pas le monde, mais que nous nous préparons à y faire face de manière plus authentique. Pensez-y. Si vous ne pouvez pas profiter de votre propre compagnie, comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils le fassent? Si vous ne parvenez pas à trouver un sens au moment calme, comment pouvez-vous espérer créer des liens significatifs avec les autres? La solitude, loin d'être un obstacle, peut être la clé pour libérer le meilleur de nous-mêmes. Alors, où cela nous mène-t-il? Peut-être avec plus de questions que de réponses, et c'est tant mieux. La solitude est un sujet si profond qu'il est difficile de le résoudre en une seule vidéo. Mais tout au long de ce voyage, nous avons suffisamment exploré pour changer votre façon de voir les choses. Et c'est peut-être tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Une nouvelle perspective, un nouveau point de départ. Le moment est désormais venu d'agir. Ne laissez pas cette conversation s'arrêter là. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des sujets qui remettent en question vos idées et élargissent votre vision du monde.
Aimez cette vidéo pour aider davantage de personnes à retrouver ces réflexions et partagez-les dans les commentaires. Comment gérer la solitude? Est-ce quelque chose que vous acceptez ou évitez? Votre expérience peut inspirer et aider d'autres personnes qui vivent une situation similaire. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de ce message. Souvent, ceux qui ont le plus besoin d'un nouveau regard sur la solitude se trouvent exactement là où on les attend le moins. Une simple conversation peut transformer des vies, et vous pouvez être le catalyseur de cette transformation. Avant de terminer, un sincère merci. Votre présence ici, votre volonté de réfléchir et d'explorer un sujet aussi profond signifie beaucoup. Cet échange, même à travers un écran, est ce qui nous relie, nous fait grandir et nous aide à trouver du sens. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les mystères, les défis et les merveilles de l'expérience humaine. En attendant, rappelez-vous, dans la solitude, nous pouvons découvrir non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous voulons être. Merci d'être ici.